Kinshasa n'exclut aucune éventualité dans le conflit contre le Rwanda, même une guerre ouverte pour se défendre. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui le dit. Et puis à l'international, en Afrique centrale, le bilan dans le processus d'électrification reste mitigé, alors que la sous-région représente 58% du potentiel énergétique du continent africain. Mesdames et messieurs, c'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Bonsoir et bienvenue. Conflit RDC-Rwanda, le président Félix Tshisekedi dit n'exclure aucune éventualité pour imposer la paix dans l'est du pays, principalement dans la province du Nord Kivu, en proie à l'insécurité, mais surtout à l'agression rwandaise à travers le M23. Le président Tshisekedi a indiqué aussi que le Congo mettra tous les moyens en œuvre pour se défendre. C'était dans une interview qu'il a accordée à 2 médias français et diffusée ce jeudi. Suivez. Pour le président Félix Tshisekedi, c'est le Congo-Kinshasa qui est victime de cette agression du Rwanda. Ainsi, il n'exclut aucun scénario pour que le pays se défende. Les craintes sont là, d'accord, mais à qui la faute? Donc nous sommes les victimes. Guerre, Monsieur le Président? Mais, moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas à regarder dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre. Concernant les bruits sur un quelconque recrutement des mercenaires, le chef de l'État rejette ces allégations et reconnaît avoir recouru aux experts étrangers pour renforcer les capacités des FARDC afin de faire face à bon escient face aux ennemis. Bien Congo sûr, Protection, bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commando, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle. Pendant ce temps que les affrontements auraient pris au Nord Kivu, plusieurs localités des territoires de Massissi et Rutshuru sont toujours sous occupation. Conséquence, il n'y aura pas élection dans ces coins à en croire le chef de l'État, mais les efforts pour pacifier ces parties du pays et ramener les déplacés sont en train d'être fournis sont désemparés. Dans la même interview, Félix Tshisekedi a répondu aux critiques de l'opposition dans le secteur de l'énergie jusqu'à déclarer qu'il n'a pas de leçon à recevoir de personne ni de Moïse Katumbi, un des favoris à la présidentielle du 20 décembre prochain, lui qui était gouverneur du Katanga pendant 9 ans. De plus amples informations avec Dieudonné Boinali. Il a été démontré qu'il y a une corrélation directe entre la consommation d'électricité, la croissance du produit intérieur brut et la création des richesses. À ce jour, l'industrie de l'électricité, a reconnu Félix Tshisekedi dans son dernier discours sur l'état de la nation, n'a pas connu de croissance significative depuis la mise en service de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 il y a près de 40 ans. C'est compte tenu de cette photographie sombre d'accès des populations congolaises à l'énergie électrique que le chef de l'État a entrepris durant son premier quinquennat plusieurs réalisations dans ces domaines dont certains portent déjà des fruits escomptés. Mais certains candidats à la présidentielle, dont Moïse Katumbi, trouvent que le bilan du président sortant dans le secteur de l'énergie n'est pas très reluisant. Réponse du berger à la bergère. Nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, dans la population qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%. Et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt.
Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Dossier à suivre. On va rester dans ce chapitre politique. En 2018, les opposants se sont réunis autour de la Mouka pour faire face aux candidats de la majorité en 2023. C'est Congo Yamakasi, créé depuis l'Afrique du Sud, où les délégués des candidats présidents de l'opposition sont en pourparlers pour l'éventualité d'un candidat commun. Pour Prince Epenge de la Mouka, au-delà de la candidature commune à travers les critères établis, ces assises ont pour objectif d'empêcher la fraude électorale. Écoutez Prince Epenge, il est joint au téléphone ici par Patience Lokeke. La démarche menée par l'ensemble des leaders de l'opposition en Afrique du Sud consiste à dire qu'il y a danger, car la fraude donne lieu à des contestations. Et des contestations finissent toujours par des affrontements entre les camps politiques, les ethnies du Congo. Et pour éviter cela, l'opposition a jugé bon de mutualiser les forces, de mettre ensemble nos idées pour empêcher en priorité la fraude. Souvenez-vous qu'en 2018, l'opposition avait un candidat commun. Souvenez-vous qu'en 2018, les candidats communs de l'opposition avaient gagné. Mais souvenez-vous aussi qu'il a été empêché de gouverner. Donc aujourd'hui, on peut bien avoir un candidat commun, mais tant qu'il n'y a pas de garantie que les candidats communs puissent être publiés s'ils gagnent, on aura utilisé les mêmes moyens, les mêmes méthodes pour déboucher sur un résultat et un même résultat, un chaos électoral. Donc voilà pourquoi nous sommes en Afrique du Sud. La démarche a commencé ici au CEPAS avec la Mouka et ses délégués, ensemble, Mukwege et les autres. Maintenant, nous sommes allés là-bas à l'invitation de la Fondation Kofi Annan. Les travaux continuent. Le travail qui se fait là-bas, c'est un travail technique. Nous sommes d'accord, nous, au niveau de la Mouka, d'avoir un candidat commun. C'est une bonne chose. Un candidat qui va être choisi sur base des critères. On veut élaborer un certain nombre de critères et celui qui va remplir ces critères sera désigné candidat commun et autour de qui nous allons tous nous coaguler. Et nous sommes aussi d'accord d'élaborer les critères. Et une fois rentrés au pays, les candidats vont se mettre ensemble pour pouvoir en parler. Mais jusque-là, il n'y a aucun problème, aucun blocage, contrairement à ce qui a été dit par les gens de l'Union sacrée pour créer la confusion. Tout se passe très bien. La Fondation Kofi Annan va rendre les rapports officiels ensemble avec les candidats. Donc la démarche consiste d'abord à empêcher la fraude. Vous avez vu, il y a 3-4 millions de Congolais qui risquent de ne pas voter parce qu'ils n'ont pas eu les diplômes. On va parler maintenant des violences entre populations à Malembankulu dans le Haut-Lomami, dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Les députés nationaux et sénateurs élus de cette province sont appelés à sensibiliser sur le vivre ensemble entre communautés. C'est le Premier ministre Samalou Kondé qui lance cet appel. C'était au cours d'une réunion qu'il a eue avec le caucus de ses élus. C'était ce jeudi à la primature. Suivez Célestine Moukalai. Elle est chef de cette délégation des élus du Haut-Lomami. Nous, parlementaires katangais, nous venons de voir le Premier ministre au sujet de la situation conflictuelle qui règne dans le Grand Katanga en général et à Malembankulu en particulier. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a donné les conseils, il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre le même problème. Il nous a donné le message conciliateur pour que le vivre ensemble puisse régner dans les Katanga, en respectant les mœurs, en prévenant tout problème qui peut déborder et en allant voir et que tous les leaders de notre communauté puissent descendre
dans le Grand Katanga et aller conseiller les nôtres. Nous devons vivre ensemble, nous tous, nous sommes les enfants du même pays. La communauté katangaise et la communauté kassaïenne doivent vivre ensemble sur le territoire de la République démocratique du Congo. D'une province à une autre, un lot important de matériel sanitaire destiné aux zones de santé de l'Ituri ont été remis ce jeudi 16 novembre au gouverneur militaire de l'Ituri par l'UNFPA, l'une des agences des Nations Unies. Cette assistance vient appuyer les plateaux techniques médicaux des structures sanitaires de la province pour une meilleure prise en charge médicale des femmes et enfants de l'Ituri. Reportage. La nature de cette dotation des UNFPA arrive à point nommé et va soulager tant soit peu les âmes abattues de plusieurs femmes et jeunes filles en Ituri en cette période où les contextes humanitaires laissent à désirer. Ces 9 tonnes de matériel essentiellement constitués des équipements de la santé des reproductions, d'hospitalisation, de maternité et d'opération ont été remis au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ce jeudi 16 novembre 2023. Le chef de l'exécutif provincial a remercié UNFPA pour cet appui important au profit des filles et femmes, principales victimes des conflits armés en Ituri. Ce matériel qui va profiter à nos mamans, à nos enfants aussi. Vous savez que pour le moment, l'Ituri est en train de vivre une situation très difficile, particulièrement pour nos mamans. Et avoir aujourd'hui, en ce moment, des amis qui pensent à nos mamans, des partenaires qui pensent à nos mamans, vraiment, je n'ai pas de mots pour les remercier. Après s'être imprégné personnellement de la situation des femmes ituriennes, dont la plupart sont victimes de l'insécurité, la représentante AI des UNFPA en RDC, Madame Suzanne Ngo Motang, appelle les autres organisations humanitaires à se joindre à eux car les besoins d'urgence humanitaire sont énormes dans cette partie du pays. Nous avons besoin d'autres partenaires pour qu'ils se joignent à nous afin d'aider ces femmes et ces filles que nous avons vues, non seulement à ce qu'elles retrouvent leur dignité, et si je voudrais vraiment parler de celles qui sont victimes des violences basées sur le genre. Notant qu'à la même occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé le médecin chef des zones de santé bénéficiaires de ces matériels qui seront répartis à travers les 36 zones de santé que compte l'Ituri d'en faire bon usage pour que cela profite effectivement à la population de chaque coin de l'Ituri. Après 4 jours de travaux, le FONER a clôturé la conférence annuelle au Salon Congo de Pullman Hotel pour FONER. Il s'agissait d'analyser ses propres actions depuis le début de cette année 2023, mais également écouter ses partenaires dans l'entretien des routes afin de travailler avec efficacité dans le futur proche. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Je vous laisse suivre Yangou Kiakwama, responsable de la communication du FONER. Il résume les recommandations ainsi formulées. Suivez. Tenants et acteurs ont formulé des recommandations aux principaux acteurs suivants. D'abord aux agences routières, d'améliorer la qualité des soubassements techniques à transmettre au FONER. Ceci pourra permettre de réduire, un tant soit peu, les délais de décaissement. De justifier, dans le meilleur délai, l'utilisation des fonds décaissés par le FONER au titre des avances de démarrage des travaux. Il s'agit là de transmettre au FONER les états d'avancement des travaux réalisés à hauteur d'au moins 30% sur les acomptes de 50% perçus au démarrage de travaux. Et ce, dans le souci de permettre le décaissement des soldes restants avant l'épuisement total des 10 acomptes au risque d'occasionner la suspension des travaux sur terrain. 2. Au Bureau technique de contrôle, BTC, de transmettre au FONER les rapports de contrôle des travaux à temps dans le souci de lui permettre
La prolifération des têtes d'érosion le long de la route Kananga-Mukamba, territoire de Dimbilingue au Kasaï central, a entamé la circulation aisée des engins automobiles sur cette route de la nationale numéro 1 en cette période de pluie. L'importance socio-économique de la route Kananga-Mukamba n'est pas à démontrer car constituant une voie d'évacuation des produits agricoles et pour le territoire de Dimbilingue. Suivez. Sur la route nationale numéro 1 de l'axe Kananga-Mukamba, long de 95 km, la circulation est difficile actuellement pour les véhicules, les motocyclistes ainsi que les piétons. Le calvaire commence à quelques kilomètres du pont Loubi, à l'entrée de la cité de Kenakuna, chef-lieu du territoire de Kabea-Kamwanga. Albert Kyungu, activiste de la société civile au Kasaï central, revenant du voyage, témoigne sur l'état de cette route. Donc, la partie Kananga, dépasser Mukamba jusqu'à Kabea-Kamwanga, c'est encore le chemin de la croix, c'est l'enfer. Et les travaux n'ont pas encore commencé formellement. Et d'ailleurs, en ce moment où je vous parle, quand vous quittez Kananga, 30 km, quand vous atteignez la mission Mambamboui, il y a un ravin qui a toujours menacé chaque jour de couper la route. Par moment, ça coupe. On essaie de contourner, on prend la direction de Chikula. C'est pénible, c'est pénible. Rassurez-vous, cette route, c'est la nationale numéro 1 qui quitte du Bas-Congo, Congo central, Kinshasa, Bandundu, Chikapa, Kananga, jusqu'à Mbujima, et en passant jusqu'au Katanga. C'est là que les remorques, les Kasaï est approvisionné. Vous voyez, la voie aérienne, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le chemin de fer, c'est un dysfonctionnement total. Donc, c'est par cette voie-là que les Kasaï, Kananga, Mbujima, notamment, sont approvisionnés. Pour le président de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, Jean-Pierre Kamwabo, cette infrastructure se veut aussi être un pilier pour des échanges des services et des biens entre les deux agglomérations. Avec la dégradation de la dite route, nous assistons déjà à la circulation qui est amoindrie, ce qui entraîne déjà la rareté des produits de première nécessité et bien d'autres. Nous assistons aussi à une montée exponentielle des prix, parce que je peux déjà vous donner des exemples. On avait les sacs de ciment qui étaient déjà à 21 $. Aujourd'hui, les prix se négocient à 27, 28. On avait les sacs de sucre qu'on pouvait déjà acheter à 52 $50. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 60 quelques $. Cela va aussi entraîner la baisse dans la maximisation de l'État, parce que plus qu'il y a beaucoup de circulation, plus qu'il y a beaucoup de mouvements, même l'État aussi se retrouve, la population se retrouve. Comme conséquence, les conditions socio-économiques sont vraiment touchées et cela entraîne aussi une vie sociale qui est amoindrie. Pour manque d'entretien permanent, la route se détériore chaque jour selon les voyageurs. On va prendre cette information sportive, mais en bref. Les Léopards juniors dames de la République démocratique du Congo sont éliminés au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024 après sa défaite ce vendredi 17 novembre 2023 par les Hirondelles du Burundi sur la marque de 1-0 dans la ville de Kampala en Ouganda. Au match aller joué à Kinshasa, la RDC avait battu le Burundi sur la marque de 3-2, insuffisant pour se qualifier au prochain tour. Le tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior messieurs a eu lieu le mercredi 15 novembre dernier au Caire en Égypte, pays hôte du tournoi continental. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe A en compagnie du Cap-Vert, la Zambie ainsi que le Rwanda. Blessed Kuzola. Le mercredi 15 novembre 2023, l'univers du handball continental avait retenu son souffle en ayant les yeux tournés au Caire, capitale égyptienne où s'est tenu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2024 seniors messieurs. À l'issue de cette cérémonie, la République démocratique du Congo, concernée par ces tirages suite à sa qualification à la CAN messieurs 2024, a été tirée dans le groupe A des 7 phases finales. Le Cap-Vert, la Zambie et le Rwanda vont accompagner le Grand Congo dans cette compétition des seniors dont l'édition aura lieu l'an prochain du vendredi 19 au lundi 29 janvier.
Les 16 nations qualifiées ont été tirées dans 4 groupes de 4 pays, dont voici les compositions de tout le groupe. Groupe A, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Zambie, Rwanda. Groupe B, Égypte, pays hôte, Guinée, Cameroun, Congo. Groupe C, Maroc, Algérie, Gabon, Libye. Groupe D, Tunisie, Angola, Nigeria, Kenya. Pour rappel, l'Égypte est tenante du titre de la 25e édition déroulée en 2022 à domicile. Les pays des pharaons abritera cette compétition pour la 2e fois d'affilée suite au retrait de l'organisation par la Confédération africaine de handball au Maroc pour l'an 2022 et l'Algérie pour l'an 2024 compte tenu des tensions diplomatiques entre les deux pays. Mesdames et messieurs, maintenant on va prendre la page internationale. En Afrique centrale, les études ont estimé le potentiel hydroélectrique à 150 000 MW, représentant 58% du potentiel africain. Toutefois, 600 millions d'habitants manquent d'électricité sur le continent, d'où la difficulté de créer un marché d'électricité de libre-échange au travers des boulevards énergétiques interconnectés susceptibles d'œuvrer pour le bien des populations et le développement des économies et des sociétés. À l'heure de la célébration des 20 ans d'existence du pôle énergétique d'Afrique centrale, le bilan demeure mitigé et des efforts sont réclamés. Suivez. Les acteurs du secteur de l'électricité s'y sont réunis à Brazzaville pour trouver des solutions pratiques visant à convertir le potentiel hydroélectrique énorme de l'Afrique centrale en opportunité d'investissement à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du pôle énergétique d'Afrique centrale. Avec un taux d'électrification estimé à 13% en Afrique centrale et jugé très faible, les bilans de 2 décennies du PEAC semblent mitigés. Avec ainsi le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, les directeurs généraux des sociétés d'électricité des pays membres du pôle énergétique d'Afrique centrale en présence de partenaires financiers tentent ensemble de valoriser l'énorme potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale du 13 au 16 novembre 2023 à Brazzaville. Objectif visé, satisfaire à l'horizon 2030 toute forme de demande en électricité au sein et en dehors de l'espace CEAC à travers des boulevards énergétiques interconnectés et des marchés de libre-échange électrique. Le pôle énergétique d'Afrique centrale constitue donc la réponse appropriée à la sous-électrification et aux défis d'énergie électrique en Afrique centrale. Ce dispositif a été créé en 2003 à Brazzaville. Il résulte de la dynamique engagée par les 11 pays de la sous-région et leurs sociétés d'électricité pour construire ensemble la stratégie de développement de leur secteur d'énergie dans une optique d'intégration régionale et de développement socio-économique durable. Et puis, le monde financier africain a pris un essor considérable, mais pas sans affronter d'importants défis réunissant plus de 800 leaders. L'African Financial Industry Summit a fait son sigle à Lomé au Togo, organisé par le magazine panafricain Jeune Afrique, est devenu un événement incontournable pour la finance africaine. Les institutions financières du continent émergent sur la scène mondiale malgré les obstacles croissants, alors que des concurrents internationaux se retirent. Une opportunité s'ouvre pour étendre l'influence du secteur financier africain. Suivez. Les institutions africaines se distinguent de plus en plus sur la scène mondiale malgré les défis. Avec le retrait des concurrents internationaux, c'est une opportunité pour s'étendre sur le continent et au-delà. Cependant, elles doivent gérer une dette publique croissante, relever des défis climatiques, trouver de nouvelles sources de financement et s'adapter à des réglementations changeantes. De ces problèmes, les acteurs de la finance ne s'en détournent pas. Ils ont échangé des idées pendant 2 jours ici à Lomé au Togo, pendant l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. L'industrie financière africaine, c'est une opportunité de 1 500 milliards de dollars que les gouvernements et les champions africains de la finance veulent saisir. Pour aller vite et bien,
Il faut tenir compte de la réglementation, nous dit Serge Ekwe, le président du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement. Cela passe d'abord par une réglementation, une régulation qui donne le cadre, et là c'est le rôle de la puissance publique, mais également des acteurs puissants, bien dotés en capital et qui ont un seul intérêt, c'est d'aller chercher de la valeur et de permettre de la créer. Pour créer de la valeur, obtenir des prêts est essentiel. Mais en Afrique subsaharienne, emprunter sur les marchés internationaux coûte jusqu'à 2,1% de plus qu'ailleurs, imposant ainsi un fardeau aux gouvernants du continent. Les agences de notation ne considèrent pas certains facteurs structurels et que si ces facteurs étaient considérés, la notation pourrait s'améliorer. Tout cela a été en place et considéré par les agences de notation. Cela pourrait réduire considérablement les risques attribués à l'Afrique. Autre système promu par ce sommet sur la finance, la tokenisation des actifs. En clair, transformer des biens en jetons numériques pour les échanger sur Internet. On parle d'un capital immobilier que les banques, les assurances ont, qui n'ont pas l'opportunité d'être liquides et qui, si elles étaient tokenisées, donc dont la propriété serait fractionnalisée pour permettre au plus grand nombre de la population de participer, ça permettrait d'apporter un énorme volume de liquidité. Autre sujet majeur, la cyberassurance qui suscite un vif intérêt chez les assureurs africains face à près de 2000 cyberattaques hebdomadaires. Beaucoup y voient une opportunité majeure. Et ces opérateurs d'assurance, y compris les régulateurs, y compris les réassureurs, doivent réfléchir sur les produits adaptés qu'on doit amener dans ce secteur-là, mais aussi comment ils doivent être réactifs, comment aussi dans cette industrie, les informations doivent être partagées pour être sûr qu'on apporte une offre de qualité pour pouvoir répondre à ces problèmes de cyberattaque et de cybersécurité. L'African Financial Industry Summit, organisé par le magazine Jeune Afrique, est devenu en 3 ans un événement majeur, réunissant plus de 800 leaders de la finance africaine, incluant banquiers, assureurs, régulateurs et décideurs publics. Voilà, c'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Kinshasa n'exclut aucune éventualité dans le conflit contre Kigali, même une guerre ouverte pour se défendre. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'avait dit. Et puis à l'international, en Afrique centrale, le bilan dans le processus d'électrification reste mitigé alors que la sous-région représente 58% du potentiel hydroélectrique du continent africain. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.